Le projet développement durable conduit par l'ARS a été démarré l'année dernière, en 2017, et il ira jusqu'à l'année 2019. Donc on a 3 ans d'accompagnement des établissements qui visent à donner une impulsion nouvelle, c'est-à-dire qu'à côté, et en cohérence d'ailleurs avec les plans ONDAM notamment et le programme phare qui vise à avoir une meilleure efficience des établissements, nous souhaitons impulser une démarche qui donne du sens en matière de développement durable. Les agences régionales de santé ont comme responsabilité d'accompagner les établissements dans les régions pour réduire leurs impacts. Et les impacts, on peut les résumer de 3 manières. La manière suivante: il y a des impacts économiques, des impacts écologiques et des impacts sur la santé humaine. L'objectif de cette opération est d'arriver à identifier ces impacts et les réduire durablement pour faire en sorte que les dépenses de santé puissent être optimisées, pour faire en sorte que les impacts sur l'écologie et l'environnement puissent être réduits et que de ce fait, par ricochet, il y ait moins d'impact sur la santé humaine. Concrètement, cet accompagnement, il procède par différentes modalités. La première et la plus large, c'est celle de la plateforme collaborative qui est mise à disposition de l'ensemble des établissements. Cette plateforme collaborative est une plateforme d'accompagnement qui permet à chaque établissement de suivre en direct l'état d'avancement de son projet. On a aussi des réunions sur site, des réunions régionales pour que les personnes puissent se rencontrer. On va organiser en octobre, novembre et décembre des journées sur chaque thématique où le but est de faire des ateliers pour que les établissements se rencontrent, échangent sur leurs bonnes pratiques et puissent trouver des solutions. Et enfin, pour vous aider à mettre en place les actions qu'on vous propose, on a mis en place un certain nombre de documents à disposition sur la plateforme. Donc ça peut être des modèles de politique de développement durable, une méthodologie pour peser vos biodéchets, plein d'outils à votre disposition, réutilisables comme vous voulez, pour mettre en place les actions de façon concrète. L'idée, c'est que chaque établissement puisse choisir à la carte parmi les 6 thématiques que nous avons retenues. Une thématique notamment relative au gaspillage alimentaire, par exemple. Une thématique relative au rejet médicamenteux. Une thématique relative à l'énergie également, aux enjeux de dépenses énergétiques des établissements. Et puis je vais en citer une dernière, la thématique transversale des achats. Nous, dans le cadre de ce projet, en fait, on a réfléchi à plusieurs aspects qui nous permettaient de réduire encore davantage l'impact de l'utilisation des biocides pour le nettoyage des locaux. Et au final, on a effectivement plus que 2 protocoles maintenant d'entretien des locaux. Pour le nettoyage quotidien, on n'utilise plus que la microfibre et l'eau. Et pour le nettoyage à fond ou grand fond, on a fusionné les 2 protocoles, nous n'en avons plus qu'un, et nous utilisons la vapeur pour les surfaces hautes et pour les sols. Les contraintes sont minimes, l'investissement est très raisonnable et finalement le gain au final est assez immédiat, enfin peut se mesurer à court terme sur plusieurs aspects. Impact sur l'environnement, gain en termes d'ergonomie pour les personnels, gain en termes achat pour la direction. Il est urgent de nous rejoindre. Aujourd'hui, sur l'ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux, 230 ont pris la première vague qui a été lancée en février 2018, c'est-à-dire la vague externe de communication auprès des établissements. Et aujourd'hui, l'intérêt des établissements à intégrer cette démarche, c'est qu'ils pourront bénéficier de cette démarche incitative plutôt que d'attendre des obligations réglementaires, donc se préparer à ces nouvelles obligations. Aujourd'hui, l'agence met à leur disposition 2 vidéos par mois sur chacune des thématiques pour les faire avancer dans leur projet d'établissement en matière de développement durable. Merci de cette présentation. En effet, j'ai dirigé des établissements de santé pendant 20 ans et je m'y suis absolument régalé. Et en 2002, j'ai ouvert le premier établissement de santé en France, même en Europe, labellisé ISO 14001 et HQE, haute qualité environnementale, ce qui fait que j'ai maintenant un petit recul d'une 20aine d'années sur les sujets que je vais vous évoquer. Et c'est une chance parce que travailler dans le monde de la santé sur ces sujets-là, je considère vraiment, au regard de la période que nous sommes en train de vivre, je pense que c'est pas mon voisin qui va me contredire, cette nouvelle génération qui arrive pour, j'espère, prendre le pouvoir sur ces sujets-là dans le système de santé, eh bien, je pense que c'est vraiment une chance de pouvoir s'engager parce qu'on peut prévenir, on peut agir pour la santé des générations futures au quotidien quand on est dans le monde de la santé et que l'on applique ce que je vais essayer de vous décliner.
Alors, de quoi on parle exactement? On parle aujourd'hui One Health, on parle de décarbonation du système de santé, mais je vais aller un petit peu plus loin parce que la décarbonation ne suffira pas. Il ne faudrait surtout pas faire un focus exclusivement sur le sujet du carbone, mais plus globalement sur l'ensemble des pollutions que le système de santé peut générer. Alors, de quoi on parle? On parle de cette année, ce qui vient de se passer, 2021. 100 millions de barils de pétrole fabriqués par jour et consommés dans le monde. On parle cet été de dôme de chaleur au Canada, vous l'avez vu, 50 degrés. On parle cet hiver au Colorado d'incendies que seule la neige a pu éteindre. On parle d'une famine terrible à Madagascar actuellement, dont on ne parle pas beaucoup d'ailleurs, parce qu'on ne peut plus rien produire. On parle donc d'un changement climatique qui est à l'œuvre aujourd'hui, qui n'est plus une vue de l'esprit. Je crois que seul Claude Allègre disait il y a quelques années que c'était une vue de l'esprit. Je crois qu'on est en train de toucher du doigt ce que je lisais dans le rapport du GIEC il y a 20 ans, et je n'y croyais pas. Quand j'étais encore dans mon établissement de santé et que j'avais encore des cheveux, je me disais non, tout ceci c'est de la science-fiction. Bien non. Aujourd'hui, quand je regarde les infos, j'ai fait un saut dans le temps, un saut quantique, et je vis ce que je lisais dans les rapports du GIEC. Et on sait exactement ce qu'il faut faire. C'est ça aujourd'hui qui est important à entendre au travers des gens qui sont dans la salle. J'ai envie de rester résolument optimiste parce qu'en réalité, on sait exactement dans le monde de la santé comment agir pour faire en sorte qu'on ne vive pas un cataclysme dans les années qui viennent. Comment agir pour faire en sorte, justement, de réduire cet impact carbone? Je vais essayer de vous l'expliquer dans ces 15 minutes. Le premier élément, pour moi, il y a 3 choses à faire. Le premier élément, c'est de réduire cette empreinte carbone. Mais pour comprendre ce que c'est que l'empreinte carbone de l'hôpital, il faut savoir comment ça marche. C'est quoi les émissions de gaz à effet de serre? Les émissions de gaz à effet de serre, elles sont produites dès lors que l'on consomme de l'énergie fossile, directe ou indirecte. On va s'arrêter là-dessus quelques secondes. L'énergie fossile directe, c'est ce qu'on est obligé de mesurer en France. En fait, on est dans un pays où on surfe sur des lois qui, la plupart du temps, sont appliquées par personne, et en plus, elles sont mal faites. Donc, si on mesure l'énergie directe de cette pièce-là, celle qui nous accueille aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, très clairement, c'est la lumière, l'ordinateur, le vidéoprojecteur, les micros, peut-être le chauffage ou la clim, la ventilation, c'est tout. Donc, en fait, on a obligation dans notre pays, et notamment dans les établissements de santé, de ne mesurer que ce qui génère 10% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. En réalité, il faut travailler sur les 90 autres pourcents. Quels sont ces 90 autres pourcents? Eh bien, transport, déplacement, mobilité, les déchets, l'économie circulaire, l'éco-conception des bâtiments et la politique d'achat. Donc, en réalité, si demain on veut décarboner notre économie de santé ou l'économie de la France, eh bien, il faut inéluctablement travailler tous ensemble sur les 4 sujets que je viens de traiter. Et quand je vous dis qu'on connaît la solution, c'est ça qui est assez passionnant, parce que si on travaille sur ces sujets-là tout seul, le résultat est de 0. Si en revanche on travaille sur ces résultats de manière collective et on est dans une région exceptionnelle sur le sujet, je vous le dirai en conclusion tout à l'heure, pourquoi? Pour garder un léger suspense, eh bien c'est parce que dans cette région on a structuré le collectif. Et dans la mesure où on structure le collectif, tout le monde gagne. Et si on n'est pas dans cette démarche collective, tout le monde perd. Donc la clé, elle est simple, elle est dans la prise de conscience de ce qu'il faut faire et dans une démarche collective. Donc sur l'aspect réduction de l'impact carbone, si nous travaillons sur les 4 axes que je viens d'évoquer, nous réduirons notre impact de 30, 40, 50%, voire plus d'ici 2030. Il suffit d'en prendre conscience et de savoir que c'est faisable. Et je le répète, vous êtes dans une région qui a décidé que c'était faisable. Le deuxième élément, et merci au docteur Carinco de l'avoir évoqué, parce qu'on n'en parle pas assez, c'est la dépollution du système de santé. C'est-à-dire qu'on est dans un système aujourd'hui qui est hyper pollué, qui pollue lui-même et qui est très pollué. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je veux dire que l'on a une qualité d'air intérieur qui est médiocre dans notre pays, pas uniquement dans les établissements de santé, dans cette pièce peut-être. Encore faudrait-il de la mesurer, mais on ne le fait pas forcément. Qualité d'air intérieur, prévention des risques chimiques, exposition aux champs électromagnétiques, aux nanoparticules, aux risques chimiques. Tous ces sujets-là, eh bien, il n'y a pas trop d'obligations, il n'y a pas trop de mesures. Alors, peut-être l'avez-vous vu cette semaine, est sorti le plan santé au travail. Qui a vu ce document cette semaine? Je me suis amusé à faire cet exercice partout en France où je suis passé. Pardon, c'est pas cette semaine, c'est ce mois-ci, le plan santé au travail de notre pays est sorti. Il va être décliné dans toutes les régions en plan régional santé au travail. Qui sait ce qu'il y a dedans? Pas grand monde. On a également le plan national santé-environnement qui va être décliné en plan régional santé-environnement. Heureusement qu'ici, vous avez une ARS qui travaille sur ces sujets-là, donc il est décliné dans la région. Mais qui connaît en France le plan national santé-environnement? Qui connaît ces déclinaisons régionales? Pas grand monde. Et pourtant, dans ces 2 plans que je viens de vous citer, plan santé au travail, déclinaison régionale, et plan national santé-environnement, il y a toutes les clés. Il y a toutes les clés pour dépolluer notre système de santé, mais au-delà, toutes nos organisations, collectivités, associations, bâtiments recevant du public. Ici, on sait faire tout cela.
Et c'est assez facile. Pour faire en sorte que, par exemple, la qualité de l'air intérieur, qui est très mauvaise dans notre pays, ne génère pas 48 000 décès chaque année prématurés et 19 milliards d'euros de dépenses de l'assurance maladie. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ANSES. Donc vous voyez que la logique de la dépollution permettrait de faire en sorte que dans nos maternités, dans nos crèches, dans tous les bâtiments recevant du public, on n'ait pas de perturbateurs endocriniens dans l'air, comme le disait Philippe Carenco tout à l'heure, ou qu'on n'en ait pas dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit, dans ce qu'on met sur la peau et dans ce qu'on respire. Et bien ça, j'ai envie de vous dire, c'est super facile en réalité, c'est pour ça que je reste très optimiste. Il suffit, 1, de le savoir, 2, d'appliquer certains éco-gestes qui sont, en somme toute, très simples à appliquer. Mais pour ça, il faut, merci aux organisateurs, eh bien, pouvoir organiser ce genre d'événement pour faire prendre conscience que, certes, ça peut paraître compliqué, mais si on s'y met tous, c'est très facile. Allez, prenons un exemple pour rendre les choses très concrètes. Quand on rénove des bâtiments, quand on les achète ou les construit ou les rénove, eh bien, il y a des documents qui s'appellent les fiches de déclaration environnementale et sanitaire sur tous les matériaux de construction et de rénovation. Qui a déjà vu ce document ? Alors ce document, il est majeur quand on fait une construction, que ce soit pour les archis, pour n'importe quelle personne qui a du bâtiment, même chez vous, à titre perso, quand vous repeignez votre maison, votre chambre, eh bien, il existe cette FDES. Et bien, cette FDES a une rubrique qui s'appelle toxicologie et qui vous dit s'il y a des composés organiques volatiles dangereux pour la santé ou pas. Voilà. Et c'est comme ça qu'on pourrait acheter, en fait, des produits ou décider de ne pas les acheter. Vous voyez, c'est super simple, en fait. Mais il suffit de le dire. Et hélas, personne en France n'est chargé de le dire. Étonnamment, on ne forme pas nos infirmières et nos professionnels de santé là-dessus. Cette semaine, je suis intervenu dans 3 IFSI, Institut de formation en soins infirmiers, et puis bénévolement, parce qu'il n'y a pas de budget pour ça, c'est quand même assez étonnant, mais on ne forme pas nos infirmiers français sur les sujets que je vous évoque, et ils n'ont pas ça au programme. Donc vous voyez que c'est quand même relativement simple que d'arriver à le faire. Donc dépolluer, c'est le 2e axe. Et puis il y a un 3e axe sur la journée One Health qui vous anime, qui est un peu plus méconnu, c'est l'axe de la réduction de la déforestation importée. Waouh! Là, on en a plein la bouche quand on dit ça. En clair, c'est quoi? Eh bien, par le biais de nos achats, tous les jours, des produits que l'on achète, on concourt à détruire des forêts dans le monde. 15 millions d'hectares de forêts par an on détruit dans le monde. 15 milliards de forêts par an que l'on détruit. C'est pour ça que le concept One Health, c'est une clé. Parce que plus on va détruire l'habitat de nos animaux, chez qui on a, animaux sauvages, chez qui on a identifié plus de 5000 virus actifs aujourd'hui, eh bien plus on va démonter et défoncer ces forêts, plus ils vont arriver dans les villes, plus ils vont contaminer les animaux domestiques et les hommes, plus on va créer zoonoses, épidémies et pandémies. Si demain, dans nos achats publics notamment, et pas que publics, si dans nos achats demain, on formait nos acheteurs aux 10 principes à connaître, pas plus, pour réduire la déforestation importée, eh bien franchement, on changerait la donne pour plusieurs décennies. Bizarre, on ne parle pas de tout ça. Alors l'État a obligation de mettre des critères de réduction des déforestations importées dans ses achats. Hélas, allez, je vais m'amuser un peu. J'étais invité à l'Assemblée nationale cette semaine pour une audition. Eh bien, nous n'avions que des bouteilles en plastique sur toutes les tables, alors qu'elles sont en plus interdites par la loi. Tu y étais aussi. Voilà, c'est un peu étonnant. Donc 3 clés pour arriver à changer le monde, vraiment. La décarbonation, la dépollution et la réduction de la déforestation importée. Faites-moi signe quand j'explose mon timing. Ok, c'est beaucoup plus qu'il n'en faut. Alors, quelles pourraient être nos priorités absolues dans le monde de la santé pour arriver à mettre en œuvre tout ce que je vous raconte? La première chose, c'est une véritable politique d'achat responsable. Allez, disons-le, elle n'existe pas aujourd'hui en France. Voilà, la politique d'achat responsable, c'est j'achète le machin le moins cher et j'ai l'impression de faire un coup intelligent. Voilà, ça c'est la plus grosse erreur qu'on ait fait ces dernières années. Un exemple, les solutions hydroalcooliques, tout le monde en achète, vous savez tous maintenant ce que c'est. Il y a 10 ans, peut-être tout le monde ne connaissait pas. Eh bien, quel est le critère de choix d'une solution alcoolique? Tout le monde me répond le prix ou la qualité du produit, mais ça, il y a une norme AFNOR, donc c'est la même dans tous les contenants quasiment. Non, le vrai critère de choix, c'est le poids du contenant. Le grammage du contenant quand il est vide. Parce que le contenant vide est un déchet dangereux qu'on n'a pas le droit de jeter aux ordures ménagères. Donc si un contenant vide pèse 300 grammes alors que le concurrent pèse 200 grammes, eh bien achetez plus cher le contenant à 200 grammes, vous allez gagner beaucoup d'argent. Donc la politique d'achat responsable, c'est un tout, c'est d'intégrer tous les critères que je vous évoquais en amont dans un choix. Et c'est valable pour tout ce qu'on achète à l'hôpital. Ça, c'est la clé. Deuxième clé, pour mettre les soignants au cœur du process, c'est de faire ce qu'on appelle l'éco-conception des soins. D'analyser, lorsqu'on réalise un soin, ce que l'on consomme, ce que l'on rejette, le temps que l'on a consacré, les déchets que l'on a générés, le type de déchets que l'on a générés, et la revalorisation possible des déchets que l'on a générés. Pensez-vous qu'il soit possible en France aujourd'hui que l'on jette des centaines de tonnes
des centaines de tonnes de verre médicamenteux, alors que l'on manque de silice dans la fabrication du béton. Pensez-vous que ce soit possible? Oui. En France, on jette le verre médicamenteux. Voilà, sur 3 hôpitaux que je suis en train de tester pour mettre en place une filière, ici à Beaucaire, 3 hôpitaux, c'est 100 tonnes de verre médicamenteux que l'hôpital paye pour détruire chaque année. Bon, ça fait 10 ans qu'on fait des propositions très structurées à l'État, aux différents ministères qui sont passés. Eh bien non, il n'y a pas d'interlocuteur sur ces sujets-là. Donc vous voyez que l'achat, c'est important. L'économie circulaire que je viens de traiter aussi, c'est une autre clé, c'est-à-dire transformer les matières résiduelles des uns en matières premières pour des autres. Par exemple, dans des dispositifs médicaux que nous détruisons par incinération, nous avons trouvé cette année de l'or, du platine et de l'iridium. Alors sur l'iridium, je peux faire le malin, parce que je ne connaissais pas ce que c'était. En fait, c'est un métal précieux qui vient des météorites, ça nous vient du ciel, c'est absolument incroyable. Eh bien, on a ça dans nos dispositifs médicaux, et du fait qu'on ne le sait pas, puisque les industriels n'ont pas l'obligation de nous dire la composition de ce qu'on met dans le corps humain, hop, oups, eh bien, nous le détruisons par incinération. L'iridium, c'est 4 fois la valeur du platine, c'est 120 000 € le kilo. Les établissements qui trient cela, eh bien, arrivent à le transformer, le revaloriser et avoir un chèque sonnant et trébuchant en fin d'année. Vous voyez que tout ça est possible. Ça s'appelle l'analyse du cycle de vie. C'est le projet de l'éco-conception des soins que nous avons proposé à la DGOS encore ce mois-ci. Mais je ne suis pas sûr que nous ayons des interlocuteurs qui soient à même de décider cela. Enfin, 3 préconisations, comme ça je vous aurais fait ma conclusion d'emblée, c'est fait. Il faut former les professionnels de santé sur l'éco-conception des soins, l'analyse du cycle de vie, l'impact sanitaire du changement climatique. Il faut les former. Ce n'est pas normal qu'un pédiatre, qu'un gynéco, qu'une sage-femme, qu'une infirmière, qu'une puéricultrice ne soit pas foutu d'expliquer à une maman qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien, comment on l'évite ou comment on construit un hôpital ou un bâtiment de santé accueillant du public sans composés organiques volatiles. C'est le premier point. Ce doit être une priorité absolue. Il faut ensuite créer de l'éco-conditionnalité des financements. Aujourd'hui, quand on finance une organisation, eh bien, il faut lui donner des sous, il faut la financer, il faut la soutenir. Si cet établissement est engagé, il faut systématiquement des critères d'éco-conditionnalité. Puis en fait, le dernier point serait de respecter la loi. Ça serait quand même super que dans notre pays, on respecte la loi. C'est-à-dire quand on dit il faut que pour toute entreprise ou organisation de plus de 250 salariés, on fasse un bilan d'émissions de gaz à effet de serre tous les 4 ans, eh bien, il faut qu'on le fasse. Voilà. Et puis si c'est pas fait, on est sanctionné. Et puis si c'est fait, que c'est bien fait, qu'on a des résultats, eh bien on met en avant les gens, on les félicite et on les soutient. Voilà, ça serait juste ça qui serait formidable. Et pour conclure, le dernier mot, je le répète, vous ne le savez peut-être pas tous et toutes, vous êtes dans la seule région de France dans laquelle l'Agence régionale de santé et l'ANFH, c'est-à-dire l'ANFH, c'est l'OPCO qui collecte les fonds de la formation des hôpitaux publics. C'est la seule région de France dans laquelle ces 2 entités financent l'accompagnement de tout ce que je vous ai dit à l'échelle des établissements publics, privés, sanitaires, sociaux et médico-sociaux sur tout un territoire. C'est une chance, faites-le savoir, sachez-le, soyez fiers de cela, parce que ça devrait servir d'exemple pour la totalité de notre territoire, pour ainsi peut-être participer à créer des territoires à mission, qui ne sont pas dans la loi Pacte, mais qui sont un des projets futurs que je présenterai à l'ARS ou à la ville, dès lors que je pourrai vous rencontrer sur ces sujets-là. Merci de votre écoute.